Bonjour à tous, aujourd'hui sur Conscience TV, une nouvelle fois, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jean-François Millepied. Nous allons aujourd'hui aborder un thème relativement particulier sur lequel nous allons nous étendre pendant un petit peu plus d'une heure, à savoir la bioélectronique de Vincent. Bonjour Jean-François Millepied. Bonjour, bonjour à vous. Alors, on va commencer par une question avant même de rentrer dans le détail. Qu'est-ce qui vous a initialement poussé à explorer le lien entre la qualité de l'eau et la santé humaine, ce à quoi la bioélectronique de Vincent se réfère notamment? Ben, c'est une histoire qui a commencé par une émission de radio en l'an 2003, je pense, 2002 ou 2003. C'était Marc Menant, le dimanche matin, qui faisait une émission assez intéressante et qui parlait d'une pratique de santé que je découvrais, qui était la bioélectronique de Vincent. Et là-dessus, sur cette approche, il définissait quelques critères euh, de globalité qui rentraient dans les paramètres de bioélectronique de Vincent. Et il se trouvait que ces 8 paramètres globaux qu'il définissait, c'était quasiment les mêmes que moi j'avais définis pour ma propre méthode que j'avais mis au point au fil du temps, que j'avais mis au point pour ma pratique. Et je découvrais que des gens avaient la même approche que moi. J'étais super content de ça. Et c'est comme ça que je suis arrivé à rencontrer les personnes de la bioélectronique et de pouvoir en discuter avec eux et d'aller plus avant. Alors, c'était des critères d'environnement, d'équilibre, d'affectif, de relaxation, d'alimentation, physiologie, sexualité, activité physique. Voilà, moi j'avais remodelé un petit peu différemment et parce que dans ma démarche personnelle qui avait été mise au point par empirisme, hein, le facteur de la globalité et de la réactivité que nous pourrions avoir tant dans notre état général et surtout dans nos problématiques de santé, la globalité de la santé était une évidence. Et ça, un élément perturbé dans une chaîne de valeurs que nous devrions tous avoir pouvait perturber l'ensemble. Donc, ça, c'était une pratique que je pratiquais en radiesthésie. J'étais content de voir que des gens validaient ça avec d'autres méthodes scientifiques. Voilà. Voilà mon histoire d'approche avec la bioélectronique de Vincent. Alors, est-ce que vous pouvez nous en expliquer les principes fondamentaux et comment la bioélectronique de Vincent se distingue d'autres méthodes d'analyse de l'eau? C'est dans l'histoire de la bioélectronique que l'on retrouve l'intérêt de la pratique et l'histoire de Louis-Claude Vincent qui a mis en exergue l'intérêt de la qualité de l'eau sur l'intérêt sur une implication naturelle au niveau de la santé des consommateurs. Donc il ne peut pas y avoir de bon état de santé sans bonne qualité de milieu hydrique. Il l'a mis il a mis ça au point en tant qu'hydrogéologue dans ses pratiques d'analyse qu'il a eues. On le suppose à côté de son travail. Je n'en ai pas confirmation. C'était un homme très très curieux et il a pu faire le parallèle et la corrélation totale entre bonne qualité de l'eau et bon état des populations. Ensuite, il a eu aussi la curiosité d'aller s'informer auprès de, de spécialistes de son époque qui travaillaient dans d'autres domaines, dans la santé humaine, il y a tout un tas une liste impressionnante de gens, de personnalités qui ont pu travailler avec lui. Et lui a été le fédérateur de la méthode du démarche, puisqu'il l'a créée, cette méthode, euh, en, euh, en ayant une démarche pragmatique euh, dans la mesure des eaux qu'il rencontrait. Alors, il avait quelques paramètres de prédilection, donc c'était le pH, hein, la quantité des protons,
le potentiel redox et RH2, qui était la quantification, entre autres, électrons. Et j'en étais. Et, et voilà. Donc, et la résistivité, excusez-moi. Et la résistivité, qui est un élément très important. Bon, le potentiel redox et RH2, on tombe dans des trucs un peu compliqués. Il y a une relation très importante entre les deux. L'un ne va pas sans l'autre. Il y a une méthode de calcul qui a été mise au point et qui a permis à Louis-Claude Vincent de créer, d'équilibrer sa pratique de recherche de la qualité des eaux. Est-ce que vous pourriez nous détailler ce qu'est le bioélectronigramme et quelles sont les implications des 4 zones qu'il représente? Ça, c'est une grande mise au point, et pas découverte, mais euh, c'est l'image de la qualité de la recherche qu'a pu entreprendre Louis-Claude Vincent et la qualité de synthèse qu'il a pu entreprendre pour créer cette représentation, qui est en fait une présentation en 2 dimensions, mais en fait, dans la réalité, c'est en 3 dimensions. Déjà, à l'époque, on parlait de 3 dimensions pour les méthodes de calcul. Donc, c'est assez puissant comme démarche. Et il a synthétisé, il a représenté donc la qualité des eaux sur un diagramme qui est d'un côté pH, de l'autre RH2, donc proton-électron, en faisant abstraction de la résistivité dessus, mais elle est présente, il faut savoir qu'elle est présente. Et vous pouvez voir sur ce diagramme de base les eaux naturelles, les eaux dites parfaites, mais aussi les eaux traitées et ou les eaux polluées. Et ceci est la base de la méthode. Ceci est la base de la méthode, la plus importante d'ailleurs, de voir que le phénomène est reproductible, scientifique. C'est imparable, quoi. Il n'y a pas de contestation possible dans cette approche, avec 3 paramètres de mesure. 3 mesures, on arrive à déterminer la qualité d'une eau. Donc le bioélectronigramme de Vincent, sauf erreur de ma part, catégorise les eaux en vertu de leur qualité, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Alors, oui, tout à fait, pour des gens comme moi, par contre, pour l'industrie, l'industrie et la distribution n'ont pas les mêmes valeurs. L'industrie de la distribution de l'eau ne supporterait pas des eaux à 6 de pH. Ça abîmerait, ça oxyderait toutes leurs installations et votre maison en cuivre aussi, quoi. Donc là, c'est un petit peu, il faut faire attention à ce que l'on fait. C'est à la fois en théorie, mais après ça peut s'aménager et puis on peut trouver des solutions. Mais c'est la particularité que l'on a avec ces eaux qui sont fortement, fortement acides. Mais c'est une image qui a été, c'est une synthétisation qu'en a fait Louis-Claude Vincent. C'est magnifique, c'est superbe. Tout de suite, on voit ce qu'il en est, quoi. Qu'en est-il des 4 zones que j'ai évoquées tout à l'heure? Vous pouvez nous les détailler quelque peu, en Eh fait? bien, nous avons 4 zones. Alors, acide réducteur, donc c'est la zone du bas à gauche, donc faible RH2, faible pH. Une zone 2 qui est acide oxydé, qui est une zone avec un RH2 plus important, mais un pH toujours aussi bas.
La zone 3, ce sont les eaux traitées. Voilà, on en arrive. Les eaux de réseau, chlore, ozone ou d'autres choses. Qui sont, alors, elles, à pH élevé et à forte oxydation. Et le quatrième, c'est alcalin réducteur. Donc, nous sommes dans des eaux polluées, des eaux de polluées, les marais, les marécages, tout ce qui est en fermentation. Vous voyez des petites bulles qui sortent à la surface, des algues dessus, des développements, enfin des eaux qui sont totalement, comment dire, porteuses de maladies. Cette analyse, pour compléter un petit peu ma question, porte, alors ça peut paraître naïf comme question, mais porte uniquement sur des eaux liquides ou pourrait tout autant porter sur des eaux solides de type glace ou d'autres éléments de la sorte? On a une température obligatoire, on est entre 25 et 29 degrés d'analyse. Hein. On D'accord, peut donc pas ça ne peut faire. être que liquide. Ouais. D'accord. Ok. Alors, on vient d'évoquer le bioélectronigramme. Quels sont les critères essentiels, selon la bioélectronique de Vincent, pour une eau de boisson qu'on qualifierait d'idéale? Et les eaux doivent avoir une très faible minéralité, puisqu'il est considéré que des eaux de boisson, hein, on parle d'eau de boisson, on ne parle pas d'eau thermale hein, là, hein, dans le propos. Hein. Les eaux de boisson sont là généralement pour détoxifier l'organisme plutôt que le reminéraliser. L'alimentation reminéralise, l'eau est là pour détoxifier. L'eau est normalement doit être consommée de la meilleure façon, cela serait entre les repas. Ce n'est pas une eau dans les repas. Bon, ce n'est pas un aliment, l'eau. Donc la faible minéralité n'est absolument pas un problème, mais et même un avantage dans le cas de la détoxification. Vous venez d'évoquer, alors indirectement, je ne sais pas si on peut faire un rapprochement puisque vous pratiquez également le Reiki et j'ai en tête les propos d'une praticienne en Ayurveda qui disait que l'alimentation et les repas devaient s'effectuer effectivement sans liquide puisque cela avait tendance d'une part à dénaturer la puissance énergétique des aliments solides et puis surtout représenter un frein quant à leur assimilation alors que de l'eau devait plutôt être consommée en journée en dehors des repas. Est-ce que Tout à vous fait. confirmez cette approche? Ouais. Alors l'avoir pratiqué, oui. Je consomme beaucoup d'eau en dehors des repas, très peu pendant les repas, peut-être des eaux un peu plus chaudes, des boissons un peu plus chaudes pendant les repas, voire du vin, qui est à ce moment-là un aliment. La faible minéralité donc des eaux permet justement de détoxifier l'organisme. Ce sont des eaux parfaites qui ont un pH inférieur à 7 euh, et une oxydation qui est aux alentours de la santé parfaite, donc entre 21 et 28, les RH2. Il y a un critère que vous venez d'évoquer que j'aimerais reprendre, la notion de température, ça joue également ou pas nécessairement? Sur la mesure, oui, en fonction pour la formule, Oui. mais absolument pas dans l'assimilation. Pour les eaux thermales, la température est souvent intéressante. On va se relaxer beaucoup mieux dans un bain chaud d'eau thermale. Ça va permettre d'évacuer. Les pores vont s'ouvrir et les toxines vont se diffuser plutôt que dans une eau fraîche où tout est fermé. Tout est restreint. Alors, je voulais reprendre un petit peu ce qu'on était en train de se dire. Par rapport à la bioélectronique de Vincent, pourquoi faut-il accorder une telle importance aux paramètres du pH, du RH2 et de la résistivité dans l'évaluation de la qualité de l'eau? Par empirisme, il a été déterminé que c'était les eaux qui convenaient le mieux aux populations et aux organismes humains ou animaux, puisque là maintenant on applique la bioélectronique aux élevages sans aucun problème. Ça a été fait par empirisme, je pense, au début, hein, une constatation qui a permis de mettre au point la méthode en s'appuyant sur des valeurs scientifiques. Mais ce n'est pas un plan, c'est une
constatation qui a permis cette démarche de la mettre au point, de la valider et de la valider de bien des manières, puisque j'en parle depuis le début avec vous au niveau des sources et autres que je rencontre et où on arrive à déterminer la qualité de ces eaux-là. Pour quelqu'un qui serait néophyte en la matière, on détermine par le pH le taux d'acidité de l'eau, c'est ça? Oui, tout à fait. Et par l'autre critère de mesure, le RH2, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça? Oui, Ça, oui. ça correspond à quoi concrètement? Alors, redox ou RH2, hein, ce sont des mesures Ok. qui marchent ensemble. C'est l'oxydation. D'accord, d'accord. C'est Quel- le- et les échanges magnétiques entre les protons et les électrons. D'accord. Quelles ont été les principales découvertes de recherche concernant les différents types d'eau, alors qu'il s'agisse d'eau thermale, d'eau traitée, d'eau polluée? Les axes de recherche au début, la méthode a très peu pris euh, sur, en divulgation et en diffusion sur la part de santé humaine. C'est resté un sujet théorique qui a été enseigné en faculté, pour lequel d'ailleurs j'ai rencontré un de mes copains médecins qui m'a dit avoir fait sa thèse. Alors, sa thèse, il a dû la faire dans les années 60. Années 60. Et quand je lui ai posé la question, il m'a dit, mais tu en fais quoi? Est-ce que tu as déjà fait quelque chose? Il m'a dit jamais. Voilà. C'est une méthode qui est restée enseignée dans une théorie totalement fermée, pourtant en faculté, qui a été reconnue par les plus hautes instances de l'État. Et à un moment, dans les années 70, cela a basculé autre, dans des controverses et dans des blocages qui ont fait que la méthode a quasiment disparu de la sphère médiatique et publique. Mais sans rentrer trop dans le détail de quelle était la nature des blocages. Au départ, les premiers contacts que j'ai eus, alors moi, c'est 2003-2004, hein, les premiers contacts que j'ai eus, c'était, par exemple, il ne fallait surtout pas parler de la baignoire hydrospire de Jean Rousseau. Baignoire hydrospire, c'est quelque chose de magnifique. Il en existe deux exemples d'origine. Un troisième que j'ai appris dans un centre de remise en forme en région parisienne. Il en existe maintenant des copies un peu partout, certainement. Et c'était une baignoire qui permettant de dynamiser de l'eau, qui permettait de régénérer, de détoxifier et régénérer l'organisme. Je ne me suis pas encore baigné dedans. J'ai un rendez-vous pour le faire et ça arrivera un jour. Mais voilà les craintes qu'il y avait à l'époque, c'était d'être traité euh, de secte. D'accord. Mais pourquoi cet interdit? Parce que les vertus de cette baignoire n'étaient pas démontrées? C'est surtout parce que la bioélectronique dans son ensemble Ouais. ne propose pas un intérêt majeur pour les méthodes industrielles. On est dans le naturel, on ne peut plus, on reste dans le naturel, même si on affectionne quelques produits divers, quasi industriels, hein, vitamine C peut-être et d'autres, mais pour autant, la méthode n'a aucun intérêt au niveau financier et industriel, et donc là-dessus, ça contrecarrait voilà, la démarche d'un système. On vient de parler essentiellement de l'eau, mais beaucoup d'éléments naturels sont composés d'eau. Je pense notamment à d'autres liquides physiologiques comme le sang, l'urine, la salive. Est-ce que la bioélectronique de Vincent peut-elle être appliquée à leur analyse? Le Claude Vincent, qui était un esprit curieux, inventif et un homme d'un travail assez extraordinaire, hein. Il faut avouer une puissance de travail certainement phénoménale. Je ne l'ai jamais rencontré, ni Jeanne Rousseau, mais j'avais des contacts via une amie qui l'a côtoyé. Mais c'était des gens qui avaient une capacité de travail, d'intérêt et de curiosité phénoménale, quoi. C'était des gens hors du commun, certainement. Et
la méthode qu'il a appliquée à l'eau, il l'a extrapolée sur les fluides humains, donc le sang, la salive et les urines. Ce sont les fluides les plus simples à prélever. Il y aurait la lymphe aussi certainement. Là, c'était un petit peu peut-être plus compliqué à faire. Après de très 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 nombreuses, des centaines voire des milliers d'analyses, il a pu avoir une corrélation entre pathologie et ces mesures de bioélectronique. Alors ça n'a pu être fait qu'à partir du moment où ils ont mis au point l'appareil qui permettait de le mesurer. Ça a été fait en famille, puisque ce serait le fils de Claude Vincent qui aurait mis au point cet appareil de mesure. Validé par Jeanne Rousseau par la suite, qui a appliqué les mesures à d'autres produits vivants, comme les œufs, les légumes et autre chose. Et c'est cette curiosité, cette compilation d'analyses qui a permis de déterminer des réalités scientifiques entre équilibre des fluides et valeur de bioélectronique. À partir de là, il a fait des grands tableaux et sur lesquels il a pu porter les différentes mesures et ainsi déterminer que la coqueluche avait tel paramètre, les différentes maladies de l'époque, les tuberculose et autres cancers avaient aussi des paramètres bien précis et en fonction de ça, vérifier que toutes les maladies étaient issues de déséquilibres. Et en définitive, mis à part un phénomène virus, eh bien l'organisme étant ADN, eh bien, il casse à l'endroit le plus faible. D'accord. Si c'est la circulation, c'est la circulation, les reins, le foie ou le reste, suivant les agressions qui sont susceptibles d'avoir ou qui ont été reçues par l'organisme. Ça, c'est totalement fait par mesure successive, par compilation des mesures, par analyse des résultats, et à partir de là, établir une corrélation entre tout ça et des valeurs de qualité. Sur cette base, comment la bioélectronique peut-elle précisément contribuer à une meilleure compréhension, alors entre guillemets, de notre terrain biologique individuel? Ça nous permet d'en connaître un peu mieux les faiblesses, d'en appréhender un petit peu mieux les faiblesses. Ça nous permet un peu à la méthode, à l'image de la méthode traditionnelle chinoise, de la médecine traditionnelle chinoise, de voir là où on pêche par fragilité. Et avoir les éléments à renforcer. Donc, globalement, de compenser les faiblesses par le biais de cette analyse, notamment? L'analyse ne compensera pas les faiblesses, sinon on retombe dans une pratique allopathique presque. Hein, Ouais. on va compenser ce qui ne va pas. C'est là où est le travers de la méthode. Où serait le travers de la méthode? Non, il faut pouvoir renforcer l'élément qui va éviter cette faiblesse. Oui, c'est toute la différence. En quelque sorte, c'est anticiper tout tracas pouvant survenir. Oui, anticiper des déséquilibres. Dans ce cas, on dit que la bioélectronique de Vincent est prédictive, parce qu'on sait où ça va casser. Encore faut-il être capable, en relation avec le thérapeute qui analyse les résultats, qui sont des thérapeutes de qualité. Ça ne peut être que des gens de grande qualité qui ont fait des études sur le sujet, qui ont investi dans du matériel, qui sont impliqués dans la méthode et qui ont une grande connaissance de la pratique, parce que l'interprétation c'est tenu comme résultat. Hein. C'est pas évident de la comprendre. Pour ma part, je m'arrête à l'eau. C'est déjà un grand sujet, et je ne suis pas capable d'aller au-delà, si ce n'est pour quelques résultats très très simples. Donc là-dessus, la bioélectronique est une valeur sûre de la surveillance de notre qualité au niveau de l'équilibre de santé.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le Jeanne Vincent, si je ne dis pas de bêtises. Comment la bioélectronique peut-elle être utilisée pour évaluer par ailleurs la qualité des aliments et leur impact sur notre bien-être? Alors, c'est Jean Rousseau qui a Jeanne fait, Rousseau, oui, pardon, autant pour moi. qui a fait cette démarche et qui a maintenant il y a d'autres des approches qui existent, mais qui a fait cette démarche pour quantifier la valeur énergétique des aliments. Et elle a toute une étude sur le sujet de la valeur nutritionnelle en démontrant, tout comme l'eau hein, d'ailleurs, hein, que l'implication industrielle dénaturait les produits. Ah, l'industrie a un intérêt, mais l'industrie devait avoir un intérêt à garder la qualité des produits, et auquel cas on s'aperçoit que c'est totalement contraire. La qualité, le produit présenté va avoir l'aspect, il va avoir la couleur, il va peut-être avoir l'odeur, mais il n'aura plus la qualité nutritive. Et là-dessus, Jeanne Rousseau a travaillé sur le sujet. Alors, je ne sais pas qui de Jeanne Rousseau et de Lucas Vincent ont travaillé sur qui ou sur quoi, mais dans la démarche, on s'aperçoit qu'en fonction des aliments euh, que l'on consomme, on va pouvoir rectifier notre qualité euh, enfin de santé. On va pouvoir la corriger. Et d'autant plus que l'on consommera des produits de qualité. Voilà. C'était dans cet intérêt-là que les analyses ont été faites sur les aliments, qui peuvent être... Jeanne Rousseau avait fait il y a toute une étude sur la qualité des œufs, entre l'œuf industriel, l'œuf pas industriel, mais aussi l'œuf germé, euh, pour donner la vitalité du produit. Et donc, c'est comme ça qu'est née la collaboration d'ailleurs entre Jeanne Rousseau et Louis-Claude Vincent sur les études faites sur les œufs. Je présume que les résultats sur les œufs devaient être particulièrement éloquents. Déjà à l'époque, oui, ça doit être pire maintenant. Mais ça se voit sur les carottes, ça se voit sur les choux, ça se voit sur alors le chou, qui peut être un chou cru, mais un chou lacto-fermenté aussi, qui démontre des intérêts encore supérieurs. La lactofermentation est un grand sujet, pour un sujet historique. En bioélectronique de Vincent, c'est un excellent vecteur de rééquilibrage de l'acidoréducteur. Quels produits s'inscrivent actuellement, on vient d'en parler, mais vraiment dans les principes de la bioélectronique et quels sont leurs avantages? L'industrie cosmétique, alors je ne sais pas si c'est dans ce sens que vous me posiez la question, mais l'industrie cosmétique a repris des paramètres de bioélectronique euh, pour assurer une meilleure qualité de ses productions. Quelques laboratoires issus de pratiques naturelles, de compléments alimentaires, comme on dit, pratiquent aussi la bioélectronique de Vincent. Donc c'est pour nous une qualité de respect des produits, de respect des paramètres. On voit que l'homéopathie le fait aussi. C'est la moindre des choses. Mais sur une bouteille d'eau, vous pouvez avoir, alors, la minéralité, vous l'avez, le pH, vous l'avez, vous pouvez avoir RH2 aussi qui est porté sur une bouteille d'eau du commerce. Donc, ce sont des paramètres qui ne sont absolument pas euh, euh, sortis de nulle part. Et il y a quelque chose qui est encore plus important,
dans la démonstration de la qualité et de l'intérêt de ces paramètres, c'est l'aquariophilie ou la pisciculture. Pisciculture vient de reprendre il y a peu de temps, enfin, de méthode industrielle, peu de temps, c'est plus qu'une dizaine d'années, les techniques de bioélectronique et l'aquariophilie l'avaient fait depuis très très longtemps. C'est la meilleure expérience et ce sont les meilleurs spécialistes qui existent au niveau de la qualité de l'eau, les aquariophiles. Si l'eau ne va pas, petit poisson, il fait poup. Et là, c'est pas bon. Ils sont pas contents. Et donc, l'aquariophile va être un spécialiste de l'eau dans tous ses états. Si vous avez un aquariophile dans votre entourage, demandez-lui conseil. Il va vous expliquer comment simplement déchlorer de l'eau, comment peut-être la filtrer, comment la redynamiser. Là-dessus, peut-être pas, mais au moins comment lui redonner une qualité biocompatible. Et le poisson est un élément de contrôle qui peut exister. Il y a une compagnie des eaux, alors je ne sais plus laquelle, avec laquelle j'avais débattu en public, et qui m'avait avoué qu'ils avaient un truitoduc. C'était un, un contrôle a posteriori hein, de la qualité de l'eau par l'analyse des poissons qui étaient élevés dans une conduite circulante, avec, bon, c'était un peu barbare, mais des truites qu'il faisait vivre dans l'eau et pour savoir, a posteriori, en analysant les truites, si la qualité de l'eau était conforme ou pas. Donc, là-dessus, la bioélectronique, on a des valeurs sûres, on a le modèle animal qui nous prouve ce qu'il en est. Je l'ai vu ça des dizaines de fois sur des élevages. Il n'y a aucun problème. On peut quasiment prédire la production d'un élevage en fonction de la qualité de l'eau. Et les modèles des pratiques des aquariophiles sont les meilleurs qui existent. Quelle est votre opinion? Alors, on l'a évoqué lors d'une récente émission ensemble, mais quelle est votre opinion sur les méthodes de traitement de l'eau couramment utilisées et les effets sur la santé qui en résultent? Ce sont des méthodes industrielles. Ce sont des méthodes industrielles difficiles de faire de la grande qualité quand on doit traiter de l'eau qui va pour moitié, trois quarts, 9/10 ne pas être ingérée, mais consommée à d'autres fins, comme le lavage, les toilettes ou d'autres choses. C'est quand même difficile. Donc, la pratique, supporter de faire des eaux d'hyper grande qualité pour ensuite qu'elles soient consommées et donc mises à l'égout, il y a une aberration. Je suis désolé de dire ça, mais il y a une aberration quelque part dans le système et le système ne pourrait pas financer de telles choses. Maintenant, il faut admettre que tout le monde n'est pas dans la capacité d'avoir quelques connaissances à gérer son eau de consommation. Il faut l'admettre. C'est pas évident du tout. Ça ne peut pas être aussi simple que cela. Il y a des développements bactériens possibles à tous les étages et des erreurs qui peuvent être faites très très facilement. Et c'est sûr qu'il faut avoir les pouvoirs publics qui nous aident et dans cette démarche et qui nous contrôlent. Mais aller dans l'abus dans lequel nous sommes actuellement avec des productions de stations d'épuration et des consommations aberrantes d'eau qui sont faites pour des sociétés industrielles qui en gaspillent ouvertement pour des pratiques de confort, piscine et autres lavages de voitures ou arrosage de golf, de terrain de golf.
Alors, on peut dire qu'il y a un peu d'abus aussi. Et donc, l'un dans l'autre, que faire? Que faire? On s'aperçoit maintenant que les bouteilles plastiques ne sont pas la solution, pas du tout, loin de là. On s'aperçoit que euh, on ne peut pas, on ne peut pas obliger à ce que la population s'autogère dans la qualité de l'eau. C'est trop compliqué, hein. On le voit, il y a des sociétés qui présentent des services à ce sujet, mais qui en abusent aussi avec des tarifications d'entretien à des prix exorbitants dépassant toute chose. Donc, je ne peux pas être d'accord avec ce qui se fait actuellement, surtout la méthode avec laquelle c'est fait, avec laquelle cela est pratiqué. Et aussi, il y a, y a une conséquence dramatique, c'est que nos eaux polluées, en fait, sont fonction de notre consommation. Et si elles sont polluées, c'est qu'on a utilisé des produits polluants. On fait comment? Parce que c'est la question que j'avais posée à un politique il y a plus de 20 ans. Euh, Est-ce que dépolluer, c'est intéressant, mais ne pas polluer, c'est encore mieux? Euh, c'est pas concevable utiliser les lessives que l'on a, utiliser les produits d'entretien que l'on a, alors que ça irait très bien avec des produits beaucoup plus simples, voire un peu d'eau chaude ou autre. Euh, c'est il y a un moment où les pouvoirs publics, alors sans faire de l'ayatollah vert et dogmatique, hein, mais on devrait pouvoir être capable d'avoir une norme qui impose une qualité de non-pollution aux produits que l'on utilise. À partir de là, on consommerait moins de produits pour justement dépolluer. Après, bon, il y a plein d'autres choses hein, au niveau de la société. J'ai un grand sujet que je lance régulièrement en conférence ou en table ronde ou autre quand je suis invité ou pas invité du tout même. Les gens me connaissent pour le sujet parce qu'à un moment ou à un autre, dans cette discussion sur ces thèmes-là, on arrive à la question et les toilettes sèches? Vaste sujet. Donc, faudrait reprendre pas mal au niveau de la société, peut-être faire de la pédagogie ou de l'éducation populaire. On l'emploie, on l'exprime comme on veut, mais après, responsabiliser les gens et puis que les industriels ou que l'industrie suivent le mouvement. Peut-être que plus que de les responsabiliser, c'est déjà effectivement faire preuve de pédagogie et les éduquer en la matière. Enfin, les éduquer pas au sens strict du terme, mais leur apprendre comment utiliser l'eau à bon escient. Oui, c'est ce que j'essaye de faire et j'essaye de le montrer. Ça se fait beaucoup par contamination quelque part. Ça marche, là, c'est sûr. Et puis alors, j'ai une grande facilité, c'est que je suis avec des gens qui sont dans cette démarche et qui ont un intérêt à le faire. Je rencontre peu les autres, peu les gros consommateurs des villes et autres. Alors, je suis à la campagne dans un milieu privilégié où les gens se sentent concernés, responsables pour beaucoup, pour beaucoup. Donc, je suis un peu déconnecté du monde industriel de la ville. Mais là, hein, c'est le plus dur à faire. Et quand on voit les quantités qui doivent être dépolluées d'année en année, on se dit que c'est pas gagné. Par expérience, pour conclure sur ce sujet, il vous semble que les jeunes générations soient un peu plus ouvertes à ce sujet et à cette volonté de préserver le biotope, notamment? Je dois avouer que j'ai un peu de mal avec les jeunes générations. On est pas tout à fait sur la même planète et ils ont une espèce d'apathie de surface
qui laisse sous-entendre une grande violence rentrée. Voilà, je pense avoir décrit ma perplexité vis-à-vis des jeunes générations et toute ma compassion pour elles. Et donc, je ne sais pas comment elles pourront réagir un jour, mais elles réagiront et ça risque d'être moins évident que l'on ne l'imagine parce que c'est ils sont pas dans la même réactivité qu'on a pu être du temps de ma génération, ils ne sont pas dans les mêmes contraintes. Et la passivité actuelle n'est peut-être qu'une apparence vis-à-vis de tout cela, à voir comment ça va se faire. Il y a beaucoup, j'en vois de jeunes générations très intéressées, très intéressantes et très motivées, mais qui pour la plupart ne bougent pas. Revenons à l'eau et notamment à sa dynamique, en particulier son mouvement et sa stagnation. Est-ce que tout cela peut influencer les propriétés bioélectroniques de l'eau? Ça, c'était une grande question pour laquelle j'ai essayé de travailler un peu plus avant et pour laquelle je suis un petit peu, comment dire, perdu dans ce que l'on peut dire. Parce qu'autant la bioélectronique, on a des paramètres qui sont quantifiables et de qualité physico-chimique qui permettent des mesures fiables, imparables. Euh, Autant la dynamisation de l'eau peut très difficilement être relevée en bioélectronique de Vincent. Pour autant, les pratiquants de bioélectronique de Vincent reconnaissent dans la dynamisation un intérêt majeur. Un intérêt majeur. Souvent, les gens qui pratiquent la bioélectronique sont des pendulisants. Ils travaillent en énergétique aussi parce que c'est un autre paramètre que l'on a à notre portée et qui nous permet d'évaluer les qualités des eaux, entre autres des eaux de source. Et on sait que meilleur sera le taux vibratoire d'une eau, meilleure sera son assimilation, meilleure sera la détoxification qu'elle pourra nous apporter. Et c'est tout l'intérêt des eaux de boisson de détoxifier. Et là-dessus, je suis allé rechercher les écrits de Jeanne Rousseau sur les sujets. Et là, je vais essayer d'être simple parce que c'est pas évident. Hein. Donc, elle reconnaît un intérêt de la dynamisation de l'eau pour la qualité des eaux et surtout que l'eau, je vous le fais court, hein, et si j'ai bien compris, peut, dans le cas d'un pH élevé, réduire ce pH et dans un cas de pH acide, le remonter. La dynamisation des eaux peut rééquilibrer une eau. Alors, ça fait une semaine que j'essaye sur mes plateaux et autres de voir ce qu'il en est et d'essayer de travailler à redynamiser des eaux. J'ai essayé plein de méthodes. Je dois vous avouer que la mesure de l'eau est un phénomène très particulier parce que nous influençons les mesures que nous relevons. C'est net, c'est évident. C'est évident pour tous ceux qui travaillent sur ce sujet. Je crois que c'est en quantique, c'est bien connu, hein, mesure quantique, c'est bien connu. Nous influençons la qualité d'une eau, donc les relever devient très compliqué. Mais, quoi qu'il en soit, nous savons, par exemple, que dans le modèle animal, l'animal va être très intéressé par des eaux ayant des bonnes dynamisations. Et je les reproduis pas mal de fois en fournissant des eaux de haute qualité à des animaux malades et en les détoxifiant et en leur permettant une meilleure assimilation et de récupérer au niveau de la santé, simplement
en redynamisant l'eau. Alors, tout cela pour dire que, effectivement, dans la bioélectronique et de Vincent, on est un peu bloqué au niveau de la quantification de la qualité vibratoire de l'eau ou d'autres aliments, évidemment. Mais ce qui se passe, c'est qu'on peut le faire par induction. C'est-à-dire, on peut voir quel est le résultat de correction apporté sur un élément vivant, un végétal, un animal. Et là, on évalue la qualité, l'intérêt de la qualité vibratoire de l'eau dans le rééquilibrage du vivant. Alors, en bioélectronique, on est un peu sec sur le sujet, mais on reconnaît la dynamisation de l'eau, les différentes méthodes qui ont été mises au point par divers chercheurs, des tourbillons, des dynamisations et autres. Il y a des mesures qui ont été faites en luminescence par Jeanne Rousseau. J'en sais pas plus sur sa méthode. Je sais qu'il y a un autre chercheur qui a mis au point une méthode en congelant de l'eau et en la passant au microscope après, de permettre de voir des luminescences des molécules d'eau suite à cette manœuvre, qui serait d'autant meilleure, les luminescences d'autant importantes que l'eau serait de bonne qualité vibratoire. Il y a des approches qui le permettent, voilà, complémentaires de la bioélectronique, mais quand on consomme des eaux de qualité ayant des qualités vibratoires, on va se détoxifier, on va se dynamiser et on va recouvrer une meilleure immunité. Et c'est là où on va être moins impacté par quelconque faiblesse et autres. Nous le validons par la mesure. Là. Dans le cas présent, je voudrais qu'on aborde désormais alors des exemples. Par exemple, est-ce que l'eau filtrée et dynamisée peut influencer notre santé selon les principes de la bioélectronique? Tout à fait. L'eau filtrée, longtemps la bioélectronique a fait la promotion de l'eau osmosée. Très très longtemps, j'ai eu un osmoseur très très longtemps. Et puis, je suis arrivé à des méthodes de filtration beaucoup moins violentes par gravité, mais il est certain que moins on aura de métaux lourds, moins on aura de grosses molécules chimiques dans l'eau, mieux on se portera. Moins on n'aura pas au moins à les stocker ni à les éliminer. Donc on se portera, notre organisme se portera mieux. Et de ce côté-là, on ne devrait rien consommer sans être assuré de la qualité du produit. Et surtout pas faire confiance aux eaux en bouteille. Pour moi, c'est d'une facilité crasse, là. Je suis équipé, je vais chercher des eaux de qualité, je sais les rechercher, mais je comprends que pour des personnes habitant dans des centres urbains, ça peut être très compliqué. Je compatis, mais voilà, on va essayer de trouver des solutions pour leur permettre de filtrer au mieux, et ensuite de dynamiser avec des produits dynamisés, avec des produits de qualité validés. Là, il faut apprendre à les valider et à les évaluer, qui permettent ce genre de choses. Et dans ce que je propose comme approche, c'est validé par le modèle animal, c'est-à-dire que je peux faire le test sur les animaux d'élevage pour montrer que y a un meilleur rendement quoi, sur les élevages. Alors, pour compléter ce que je viens de dire, comment la bioélectronique peut-elle également aider à identifier et à corriger certains déséquilibres énergétiques au niveau du corps? Justement, elle va reconnaître les points faibles du corps, les systèmes qui fonctionnent le moins bien, et en fonction de ça, apporter une aide à système digestif, système sanguin, système lymphatique. Elle pourra apporter une aide
à l'élimination, à la reminéralisation, elle pourra porter une aide à la, au, au système en difficulté. Je dis bien une aide pour dynamiser et permettre ce que l'on disait tout à l'heure, et permettre à celui-ci de recouvrer une certaine autonomie en vue de fonctionner normalement. Nous sommes tous différents, c'est sûr qu'il y en a qui ont des carences en fer, d'autres des surproductions de fer. L'affaire n'est pas uniforme et nous sommes tous particuliers à ce niveau-là, des faiblesses respiratoires ou autres, et à chacun peu évident de trouver ce qu'il en est. La bioélectronique, justement, est un accompagnement et nous permet de savoir si nous avions bien fait le travail, si nous avons bien récupéré, et de suivre. Ça peut être que dans le cas d'un suivi, hein, la bioélectronique, de suivre à étapes régulières, tous les 6 mois s'il y a urgence, tous les ans s'il y a moins d'urgence, tous les 5 ans s'il n'y a aucune urgence, l'évolution de notre complexe général. Du coup, en quoi la bioélectronique peut-elle être considérée comme une approche à la fois écologique de la santé et du bien-être? Et écologique, elle l'est par nature. Elle consomme très peu de produits chimiques, donc il n'y a pas d'élimination, déjà. Ça de moins dans les égouts. Donc ça, c'est la bioélectronique est totalement écologique et naturelle. Il n'y a pas plus naturel qu'une pratique comme celle-ci. Il y en a d'autres, hein, mais après, respectueuse de l'environnement, oui, elle l'est. Euh, elle est totalement à tous les niveaux et du vivant aussi. Donc là-dessus, étant donné qu'on travaille sur l'alimentation, on travaille sur, on travaille, on travaille sur un ensemble. On travaille sur un ensemble. La bioélectronique ne peut être la résultante que d'une démarche globale. Que d'une démarche globale qui qui est transversale sur pas mal de sujets et qui va permettre de rééquilibrer tout un organisme. C'est le point d'orgue d'une démarche, presque d'une philosophie. C'est la quantification de la qualité de notre équilibre. Et c'est une démarche qui va être aboutie lorsque, dans sa globalité, elle aura travaillé sur tous les sujets connexes. C'est-à-dire, j'en parlais au début, hein, qui sont les domaines de l'environnement, des rythmes biologiques, des pensées, de la sérénité, des sentiments chaleureux, les boissons, physiologie, activité musculaire quotidienne. Ça sont les critères de bioélectronique. Il y en a 8 qui m'avaient été énoncés dès le début. À partir du moment où on respecte tout cela, on peut aller contrôler en bioélectronique si l'on a bien fait ou moins bien et valider la qualité de notre travail. Voilà. C'est dans le sens où c'est une validation de démarche qui ne peut se faire que dans une démarche globale. Dans ce sens, la bioélectronique n'est pas une méthode allopathique qui va vous dire bah, si vous avez mal à la tête, prenez un comprimé, vous n'allez plus avoir mal à la tête. Oui, peut-être mal à l'estomac après, mais ça c'est autre chose, ou ailleurs, hein, ça c'est autre chose. Et donc on n'est pas là-dedans. Et puis la bioélectronique vous expliquera que peut-être que vous avez mal à la tête, mais peut-être que vous auriez besoin de boire un peu plus d'eau. C'est une autre manière de voir les choses.
et mes enfants connaissaient cela. Et il y a une de leurs copines un jour à la maison qui est allée voir une de mes filles et qui lui a dit mais j'ai mal à la tête. Ah, ma fille lui a répondu, il va pas voir mon père, il va te dire de boire un verre d'eau. C'est ce que je lui aurais dit. Et je pense que c'est ce qu'elle a fait parce que j'en ai plus entendu parler. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu d'avenir. Alors, malgré ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait que la bioélectronique de Vincent était quelque peu occultée, mise sous le tapis officiellement, selon vous, quelles sont les perspectives d'avenir de la bioélectronique et puis son potentiel pour améliorer la santé publique? Les perspectives d'avenir, il y en a quelques-unes. Elles passent actuellement par des gens qui travaillent en nutrition animale. En nutrition animale, il y a un intérêt majeur parce que c'est un intérêt financier de la part des éleveurs. Moins ils consomment de produits phytosanitaires, enfin c'est un coût. Ces produits phytosanitaires sont tous un coût. Et donc, moins ils en consomment, plus ils ont un meilleur résultat. Les animaux sont dans un meilleur équilibre. Ben, je remercie votre chaîne de me permettre de parler de ce sujet qui me passionne quelque peu. Et c'est peut-être par ces diffusions-là que l'on va pouvoir motiver des gens à trouver une autre méthode. Une autre méthode, alors pour ma part, dans ma pratique, je vais un peu au-delà de cette méthode puisque je travaille en radiesthésie, justement sur les déblocages des problèmes et la recherche des, des sources et des origines de problématiques. Mais avoir la bioélectronique derrière ma pratique me permet d'assurer un contrôle, une évaluation et un suivi. Un suivi des personnes avec lesquelles je travaille. Un exemple tout frais, hein, c'est hier soir, une personne que je connais déjà depuis quelque temps, pour laquelle j'ai travaillé sur d'autres sujets, en géobiologie en fait, et me parler de problématiques, autres problématiques de santé, et m'assurer que ça venait d'une maladie de Lyme. Ben oui, peut-être, mais pour autant, maladie de Lyme, donc il y a on a des méthodes naturelles pour aider dans ces pratiques. Des naturopathes travaillent sur le sujet. J'en cultive dans mon jardin, de l'artémisia. Mais je lui ai parlé d'un problème qu'il avait eu il y a 28 ans. Et on est en train de travailler sur ce sujet. Donc, la bioélectronique, oui, je la pratique, mais je ne pratique pas que ça, parce que pour moi, la bioélectronique est une aide, une validation, une quantification. Mais dans ces démarches-là, il faut pouvoir lâcher les sacs à dos, enlever les boulets des pieds, enlever toutes les contraintes et traumatismes qui sont des priorités avant de consommer des produits divers qui peuvent ne pas fonctionner. À votre connaissance, il existe des structures, des organismes, voire des chercheurs qui auraient repris actuellement les travaux liés à la bioélectronique de Vincent ou pas visiblement? Il y a un site que je vais vous proposer de mettre en lien de Laurence Gallet, qui est une praticienne de bioélectronique depuis de très nombreuses années et qui a fait des recherches sur la naturopathie, qui était une naturopathe, mais qui a fait des recherches sur la naturopathie et sur l'équilibre animal, entre autres, au niveau de la bioélectronique. Mais ce que je voulais vous dire de tout à l'heure, là, c'est que dans la pratique actuelle, malheureusement,
on reste bloqué sur des réflexions de chapelle. Et les pratiques naturelles ne s'ouvrent pas à d'autres approches globales. J'entends par là que on travaille, et je le comprendrai, avec une clientèle et on tient à la conserver aussi. Et donc, c'est un peu gênant pour moi, mais je reproche à la plupart des gens, des thérapeutes, de rester enfermés dans leur approche et ne pas s'ouvrir à autre chose. Et malheureusement, dans le cas de la bioélectronique de Vincent, ça c'est totalement rédhibitoire. Si l'on reste sur la bioélectronique, on va fatiguer les gens et ils ne vont pas adhérer à la démarche. Parce qu'ils n'en verront pas l'issue. Ils n'en verront pas l'issue. Je suis effaré assez souvent de voir que des thérapeutes traînent des gens, clientèle, pendant des années, alors que un inventaire énergétique de la maison, un inventaire énergétique des pratiques générales globales pourrait solutionner pas mal de choses. En fait, je suis assez pessimiste dans ce sens parce que je trouve qu'il y a un certain égoïsme. Je suis violent, mais je le comprends. Il y a un certain égoïsme et un certain intérêt aussi de la part de beaucoup de thérapeutes à se concentrer sur leur méthode, à rester dans leur méthode. Il y a quelques années, je voyais pas mal de cas envoyés par des thérapeutes divers. Il y a quelques années, ça se faisait encore assez couramment. J'en vois de moins en moins. Les cas n'ont pas augmenté, n'ont pas diminué plutôt. Les cas n'ont pas diminué, mais c'est que les thérapeutes conservent leur clientèle. Là, j'en suis triste. J'en suis triste et ils ont tort dans leur démarche, mais que faire? Que faire? Donc, c'est pour vous dire la portée et les freins liés à la bioélectronique sont ceux-là. Sont le fait que ne pratiquant que ça et ne travaillant que là-dessus, on peut avoir une clientèle, certes, mais la satisfaire parce qu'on sera resté dans la méthode, je suis désolé, mais j'ai de grands doutes. Du coup, quels seraient les défis rencontrés qui puissent permettre la reconnaissance de la bioélectronique? Que les thérapeutes s'ouvrent à d'autres pratiques alternatives, ce que j'enseigne assez facilement et dans la globalité. Il ne faut pas rester dans cette pratico-scientifique théorique qui devient qui valorise le thérapeute sans pour autant permettre à la clientèle de s'autonomiser face à la problématique et d'en comprendre les tenants et aboutissants. C'est là où la méthode pêche, je pense, alors que Louis-Claude Vincent, je vous avais parlé des influences sur la santé, principaux facteurs de santé et principaux facteurs de maladie, avait bien établi ces listes de paramètres et de problématiques ambiantes. On n'a pas le temps quand on pratique la bioélectronique, on n'a pas le temps d'aller sur tous les sujets et c'est vrai qu'ils sont très nombreux et peu évidents. Quelqu'un, dans ma démarche, j'en fais pas gloriole, vous me posez la question, je vous réponds et ça me permet de répondre. Quelqu'un comme moi regrette énormément que les problématiques diverses ne soient pas abordées comme Louis-Claude Vincent le voulait dans la globalité de l'être. Voilà où sont les freins
de la pratique, et voilà où où le, où le thérapeute aura du mal, d'autant plus que ces méthodes sont lourdes, très très lourdes, c'est un investissement très lourd en matériel, c'est un investissement très lourd en formation, c'est loin, loin, loin d'être évident, mais ils ont un grand, grand mérite à le faire. Et ils ne pourront le faire que s'ils participent à une recherche globale des problématiques, à une recherche globale avec différentes approches, comme voilà, les paramètres de principaux facteurs de santé et principaux facteurs de maladie que je vous ai énoncés tout à l'heure, qui sont capitaux. Voilà. C'est la base. Une dernière question, alors pour être un petit peu plus optimiste, selon vous, est-ce que la bioélectronique pourrait-elle être intégrée dans des pratiques médicales plus conventionnelles pour une approche qu'on va qualifier d'un petit peu plus holistique de la santé? Ça vous paraît probable, possible pour le moins? Oui, c'est tout à fait possible pour une frange de la population qui se pose des questions et qui se pose des bonnes questions. Ça sera qu'une frange de la population qui sera concernée par par ce genre d'approche. L'approche holistique dont on entend parler, qui diminue. Autrefois, ça a été une mode il y a 15 ans, là. On en entend très très peu parler parce que holistique, on s'apercevait que les gens qui étaient supposés holistiques étaient de plus en plus concentrés sur leur activité. Mais dans la démarche euh, bioélectronique, qui est une démarche admirable, je reste admiratif devant les créateurs les inventeurs qui ont mis au point la méthode, devant la qualité des résultats, devant les thérapeutes avec lesquels je travaille, qui sont de grandes, ils ont une foi, sont des missionnaires hein, dans l'affaire. Mais pour résumer notre approche de bioélectronique et ma conception des choses, c'est que dans notre équilibre naturel, nous sommes d'abord un ADN qui a toutes ses particularités. Nous sommes des mémoires transgénérationnelles et en grande partie, maintenant, il y a un mot qui est magnifique, c'est l'épigénétique. C'est adorable ce mot-là. Mais nous sommes aussi des récepteurs, comme des antennes en ressentant la géobiologie, les champs électriques et électromagnétiques, les énergies positives ou négatives. Nous sommes aussi un système pollué, chargé chimiquement, voire d'énergie négative par les radios, par les télévisions, par l'information, nous avons des perturbations solaires actuellement extraordinaires. La résonance de Schumann, c'est une catastrophe. Tous les 2 jours, il y a une nouvelle catastrophe. Enfin bref, il faut vraiment être bien équilibré, bien à la Terre. Nous sommes aussi un équilibre ostéopathique, un équilibre dentaire. Nous sommes un intellectuel programmé. Il n'y a rien de tel que quelqu'un qui est formé. Je suis un spécialiste. Oula, attention, il va falloir changer de programme. Nous sommes aussi un karma pour ceux qui y croient, une spiritualité ou pas. On peut avoir la spiritualité ou pas. Et avec tout cela, l'âge avançant, de manière inéluctable, et je le souhaite pour tout un chacun, nous faisons de plus en plus avec ce qui nous reste d'immunité, ce qui nous reste d'équilibre, ce qui nous reste de, de génération, des capacités de régénération. Et avec toutes ces problématiques et tous ces déséquilibres ou sac à dos et autres boulets, que l'on a appelé dans certaines cultures le terrain.
modifier le terrain. Et on voudrait que tout cela se soit fait par la bioélectronique qui va, à partir de quelques mesures, nous proposer des lactofermentés et des graines germées. Alors, ça va aider sur, et de l'eau de qualité. Ça va aider sur, c'est ce que je consomme tous les jours, hein. De l'eau de qualité, des lactofermentés, maison, des graines germées et autre chose. Ça va aider. Mais il y a quand même, dans la liste que je vous ai citée, il y a quand même pas mal de spécialités à appréhender, à voir, à contacter, à approcher, à accrocher, à travailler, autres sortant de la bioélectronique, mais qui vont contribuer à ce que la quantification que vous allez faire la fois suivante en bioélectronique va vous apporter une validation de qualité de votre démarche. Je vous souhaite cela avec la plus grande force et les meilleures intentions, mais il faut ouvrir son champ de vision, ouvrir sa conscience. Je n'ai pas parlé de la glande pinéale encore, mais on pourrait y aller et détoxifier un peu tout notre organisme et nous permettre d'aller vers un meilleur champ du possible. Ce qu'avait fait Jeanne Rousseau, puisqu'elle est décédée à un âge bien avancé, et Louis-Claude Vincent dans une preuve de dynamique et de conscience globale qu'il avait du fait de son approche globale. Une excellente conclusion, Jean-François. Je vous remercie. C'est grâce à vous. Des informations à retrouver dans le détail sur la bioélectronique de Vincent que l'on va déposer bien évidemment dans la vidéo de Jean-François Millepied. N'hésitez pas bien sûr à commenter la vidéo, à la découvrir sur la chaîne YouTube de Jean-François dont les coordonnées s'affichent ci-dessous. Et puis je vous invite à nous retrouver, Jean-François et moi-même, le mois prochain pour une toute nouvelle émission dont le choix n'est pas encore confirmé, la thématique du moins. Mais vous nous retrouverez avec grand plaisir, comme nous vous retrouverons tout autant avec grand plaisir. À très bientôt. Au revoir, Jean-François Millepied. Au revoir et merci beaucoup. Merci.